Céline Revel-Dumas, bonsoir. Vous êtes notre premier grand témoin. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes formée en histoire et en philosophie. Vous êtes aussi diplômée de l'ESSEC et vous êtes journaliste. Et vous avez signé votre premier livre, GPA, Le Grand Bluff. C'est une grande enquête très fouillée que vous avez menée sur 2 années, je crois. Je voudrais déjà, en première question, Céline, vous demander un peu l'histoire de ce livre. Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin de la GPA et comment vous avez vécu, au fond, cette grande enquête? J'ai commencé à étudier la GPA, j'en ai entendu parler à partir de 2013. Et il se trouve que je me disais que c'était extrêmement important pour les femmes, pour les enfants, d'encadrer la pratique. Donc j'ai entrepris la rédaction d'un livre pour une GPA éthique. Et le problème, c'est qu'arrivé à un certain stade de la rédaction, je me suis dit que c'était totalement irréaliste, que c'était totalement intenable. Je me suis arrêtée d'écrire, j'ai attendu, et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, bon bah non, là, il faut se rendre à l'évidence, il faut arrêter avec les belles idées, le concret prend le dessus, la GPA éthique n'existe pas, et donc j'ai tout jeté à la poubelle, j'ai recommencé un livre qui était contre la GPA et qui tentait de montrer que la GPA éthique n'est pas tenable. En fait, l'expérience, c'est aussi mon expérience, ce livre-là. Hein. C'est pas juste une démonstration purement théorique. Il y a l'expérience d'une femme qui, effectivement, veut le meilleur pour la femme et l'enfant et qui se trouve face à une impasse et qui reprend tout le chemin depuis le départ. Ça m'amène à une autre question. Nous, en France, voilà, pour l'instant, c'est interdit. On entend parler de ligne rouge. Nos politiques souvent disent la GPA, c'est une ligne rouge. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des médias, on trouve plutôt que c'est un tapis rouge. À votre avis, qu'est-ce que pensent les Français de ce sujet? Peut-être avec les réactions que vous avez aussi eues autour de ce livre. Mais en fait, c'est surtout ceux qui désirent faire une GPA qui sont favorables à la GPA. Certains expriment le fait d'être solidaires avec la souffrance des autres, c'est-à-dire, bah oui, mais s'ils ont envie d'un enfant et que cette solution existe, pourquoi leur refuser? Et d'autres expriment au contraire une inquiétude profonde vis-à-vis finalement de la pénétration du marché à l'intérieur du corps de la femme. Donc c'est surtout ça qui inquiète. Hein. L'argument de l'enfant qui est malmené passe après un peu dans les esprits. C'est surtout le fait d'une femme malmenée et finalement de toucher à ce qu'on peut concevoir comme le sacré de la grossesse et de la maternité. Donc, ouais, tout ce qui touche au corps de la femme, à l'exploitation des femmes. D'ailleurs, dans votre enquête, vous parlez d'une autre exploitation qui est souvent indispensable dans la gestation pour autrui et dont on parle moins. C'est l'exploitation de toutes ces femmes qui se retrouvent donneuses d'ovules. Oui, absolument. Pour éclater finalement la grossesse, la maternité en mère porteuse, mère donneuse d'ovules, éventuellement mère d'intention. Bah, effectivement, maintenant, le marché des ovocytes, en tout cas pas en France, parce qu'on est quand même un peu le dernier village gaulois à avoir des principes en termes de bioéthique. Dans le reste du monde, on est face à un marché internationalisé. On peut tout à fait commander des ovules sur Internet, et en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un catalogue auquel on peut accéder très facilement et qui finalement propose des ovocytes avec des origines différentes et à des prix différents. En fonction de l'âge de la femme, ça ne coûte pas aussi cher voilà, selon son niveau de formation aussi, selon la couleur de ses cheveux, de ses yeux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et derrière ce charmant catalogue totalement cynique, hein, d'ailleurs, parce que finalement, on donne un prix aux femmes. Hein, c'est ça la réalité de ce marché. Finalement, ceux qui ont les ovocytes qui ont le plus la cote, ce sont les ovocytes de femmes de l'Est. Alors là, il y a une guerre en Ukraine, mais c'est vrai qu'avant l'Ukraine, avant cette guerre, l'Ukraine est le réservoir mondial des ovocytes. C'est-à-dire que des femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent vont donner leurs ovocytes. Alors, c'est très important de savoir qu'on ne donne pas des ovocytes comme un homme donne son sperme. C'est-à-dire que c'est une procédure qui est longue, qui est douloureuse, et plus on stimule, plus c'est dangereux pour la femme. Et parfois, elle risque de mourir, en fait, hein, ou sinon elle a des conséquences à très long terme ou irréversibles. C'est pas du tout anodin, pas du tout.
pas Oui, comme puis ce qu'on veut certaines dire. vendent probablement plusieurs fois leurs ovocytes font Oui. plusieurs fois cette procédure pour avoir à chaque fois Oui, oui, et finalement on de l'argent. pourrait dire tout à fait que c'est la liberté de la femme. C'est un des grands arguments des pro-GPA. Mmh. Sauf que la liberté de la femme, quand finalement ce sont les femmes les plus précaires qui le font, je crois Oui, que, quelle je liberté en crois qu'il fait. s'agit Ouais, d'interroger quand même cette ouais. pratique. Ouais. Donc on voit bien que c'est un marché international. Votre livre d'ailleurs qui est en trois grandes parties, passé, présent, futur. Le présent, vous avez vraiment regardé ce qui se passe dans énormément de pays Oui, où c'est ça, oui, 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 c'est oui. jamais finalement exactement les mêmes modalités. Mais est-ce que vous êtes arrivé finalement à certaines conclusions en regardant ce qui se passe ailleurs? Mais effectivement, c'était intéressant de faire une sorte de tour international de la GPA. C'est-à-dire que quand certaines pratiques sont interdites dans un pays, elles vont être autorisées dans l'autre. Quand c'est trop cher dans un pays, par exemple les États-Unis, c'est là où les GPA sont les plus chers. On peut atteindre les 130 000 dollars très facilement. C'est même un prix de base, hein, si je me souviens bien. Aux États-Unis, un couple d'homosexuels qui fait une GPA et qui n'a pas beaucoup d'argent ne peut pas faire une GPA dans leur propre pays. C'est trop cher. Donc, ils vont au Mexique. Problème, au Mexique, les femmes n'ont pas la couleur de peau adaptée à leur demande. Donc, on veut bien qu'elles portent un enfant, mais par contre, les ovocytes doivent venir d'Ukraine pour que l'enfant soit blond aux yeux bleus et charmant et l'image de l'enfant parfait. Aujourd'hui, bon, comme il y a une guerre en Ukraine, je crois qu'il y a beaucoup de couples qui se reportent vers la Géorgie, la Grèce. Mais les ovocytes, en tout cas, continuent à se balader dans le monde entier. Donc en fait, finalement, quand un pays légalise, entre guillemets, ou décide d'encadrer la pratique sur son sol, ça finit toujours par faire une sorte d'appel d'air Oui, il y a une et de fuite. développer finalement après le marché plus low cost, c'est un peu ça. Le marché low cost, il y a une seconde conséquence, c'est qu'en général, quand il y a une légalisation, il y a immédiatement un marché noir qui naît. Il n'y a pas de marché légal sans marché illégal. C'est une conséquence directe de la légalisation de la pratique. Il faut bien retenir que l'illégal se sert du légal. C'est-à-dire que dès lors que la technique est permise quelque part, il y a forcément un marché noir qui se met en place. C'est automatique. Quand il y a des cliniques juste à côté qui se disent maintenant c'est légal, eh bien, il y a le pendant illégal juste à côté, bah oui c'est moins cher. C'est ça, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. On entre dans quelque chose qui est parfaitement ignoble. Et donc maintenant, ça met en place des véritables trafics d'êtres humains, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Ouais. Et si on se met du côté de l'enfant, donc quand il y a une GPA, vous le disiez par exemple avec un ovocyte qui vient des pays de l'Est, une mère porteuse en Ukraine, voilà, il y a quand même toujours à un moment le parent d'intention qui absolument veut transmettre, enfin il veut que son enfant soit son enfant puisqu'il y a création d'un enfant. Donc il y a une sorte de, vous en parlez beaucoup dans votre livre, cette question de la filiation, de ce besoin de transmettre sa propre génétique dans le sens parent-enfant. Mais en fait, quand on voit la manière dont la maternité est après éclatée, cette même filiation, elle est déniée totalement en fait À pour l'enfant. l'enfant. Totalement. C'est un des grands bluffs finalement de la GPA, c'est que sous couvert de discours de parentalité sociale, hein, parce que c'est ça, hein, les pro-GPA vont dans le sens de l'idée d'une volonté, l'idée d'une filiation qui existerait finalement de leur propre désir et dans les termes, c'est-à-dire que c'est la filiation sociale qui est défendue. Et dans les faits, les parents d'intention, eux, ne veulent qu'une chose, c'est d'avoir un lien génétique avec l'enfant. Donc c'est problématique dans le sens où effectivement, eux veulent transmettre qui ils sont et ce même lien génétique qu'ils veulent absolument est refusé à l'enfant, puisque même s'il y a un lien génétique avec le père, en général, on ne demande pas l'identité de la donneuse d'ovocytes. Et justement, sur cette, vous avez un exemple dans votre livre sur ce sujet-là, de couples homosexuels masculins qui vont faire plusieurs GPA pour avoir plusieurs enfants et qui vont faire en sorte d'avoir toujours la même donneuse d'ovocytes, pas forcément la même mère porteuse, mais en tout cas la même donneuse d'ovocytes pour que leurs enfants soient vraiment frères et sœurs. Et donc, ils fabriquent des familles avec des enfants frères et sœurs, mais il n'y a plus aucune mère. Ça paraît... Oui, 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 c'est ça, parce qu'ils n'en veulent plus de la mère. Et le lien à la mère est totalement dénié. Et ça, du côté de l'enfant, comment l'enfant il peut vivre ça, en fait, avoir une filiation éclatée, ne pas toujours avoir accès à ses origines, vivre aussi cet abandon à la naissance?
On ne peut pas aujourd'hui, dans un monde où l'origine, la question du retour à soi est très importante, nier totalement l'origine de l'enfant, son information. Il y a quand même des nombreuses associations maintenant nées de la pratique de la PMA dans les années 70 où les gens se réunissent et crient leur souffrance pour dire « je ne connais pas le nom de mon père », génétique, parce qu'à l'époque c'était des dons de sperme, je ne peux plus vivre ainsi, je me sens amputée d'une partie de moi-même, donnez-moi une réponse. Et aujourd'hui, on est en train de, à l'aise, construire la même pratique pour la GPA. Le même manque, le même trou existentiel. Et Même ça, encore plus fort, parce qu'il y a toute la phase de la grossesse en tant que telle, qui est la première partie de la vie, en fait, où il se passe beaucoup de choses c'est vrai. in utero. C'est énorme, les échanges in utero. Ce qui est important quand même quand on fait grandir un enfant, c'est le discours qu'on tient. Donc, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des études, hein, notamment, je la cite régulièrement, les études de la Britannique Suzanne Golombok, qui a travaillé sur le bien-être des enfants nés de PMA ou GPA. Et souvent, elle conclut à un bien-être de l'enfant sans qu'il y ait d'inquiétude supplémentaire à avoir. En l'occurrence, il faut lire le détail de l'étude parce qu'elle explique qu'à certains stades de son développement, l'enfant, en réalité, exprime des stress, des angoisses et a des questionnements qui ne sont pas du tout anodins. Et ils réagissent en posant des questions, en demandant d'où ils viennent, pourquoi ils sont nés comme ça, et ça peut créer une grande angoisse. Le problème, et ce que je reproche un peu à ces études, c'est qu'elles s'arrêtent à l'âge de 14 ans. Enfin, bon, 14 ans, c'est une blague quand on doit construire une existence, puisque finalement les grandes angoisses et les grandes interrogations peuvent commencer à cet âge-là, véritablement. On prend avec beaucoup de légèreté, je trouve, l'intérêt de l'apaisement psychologique de l'enfant, mais avec énormément de légèreté. Finalement, bon, on s'en arrangera, mais c'est pas du tout anodin dans la construction d'une personnalité que de savoir d'où on vient, pourquoi on est né, si on a été désiré, et pourquoi finalement la personne peut-être qui nous a porté nous a laissé. C'est-à-dire, un enfant pourrait très bien se dire, est-ce que je n'ai pas assez ému celle qui m'a porté ? Et surtout, ça peut aussi créer un trouble chez les enfants de la mère porteuse. Oui, qui voient leur mère abandonner un petit frère ou une petite sœur, finalement, quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis eux-mêmes se disent, mais où est cet enfant ? Et aujourd'hui, c'est oublié parce que tout ce qui est important, présenté comme important dans les grands médias, c'est l'équilibre psychologique des parents qui veulent absolument un enfant. Mais on ne peut pas avoir un enfant à n'importe quel prix. Il faut aussi parfois réfléchir au bonheur de cet enfant. Et quand on le nie, en refusant de lui accorder l'accès à ses origines et en lui avançant finalement une parentalité divisée, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ça peut être acceptable dans le cas d'une adoption parce qu'on répare un accident, une violence faite à l'enfant, mais quand on la crée dans la GPA, quand elle est commandée, ça me semble inacceptable. Oui, puis surtout qu'on contraint aussi l'enfant à commencer cette première phase de sa vie dans une situation où d'emblée on dénie les liens d'attachement. La mère porteuse, il ne faut surtout pas qu'elle s'attache. Donc c'est un début de construction humaine qui est quand même vraiment particulier. L'abandon, il est voulu, il est programmé. Une autre question sur laquelle je voudrais qu'on aille, parce que vous l'avez aussi, on voit bien traité, puis c'est une question de premier plan en fait, c'est celle du fait que la GPA est aussi la mère de l'eugénisme quelque part, puisqu'on est dans un contrat, il y a des clauses, forcément quand on passe commande, on veut être satisfait. Donc il y a un lien très direct entre ces grossesses programmées et le tri embryonnaire et le choix de la donneuse d'ovocytes, etc., etc. Et vous avez une phrase vraiment intéressante que j'ai relevée et qui est celle-ci. Demain, peut-être vous interrogerez-vous sur le risque que vous faites courir à votre futur enfant en ne le choisissant pas avec un diagnostic préimplantatoire. L'eugénisme, en l'occurrence, il commence à partir du choix des ovocytes. Déjà, c'est quand même une drôle d'idée d'aller choisir une mère sur un catalogue. C'est-à-dire, quand on fait un enfant avec quelqu'un, normalement, c'est parce que on chérit cette personne, ou en tout cas, on la prend dans son entier. Là, non. Là, effectivement, ce sont ses performances qui comptent. Aux États-Unis, un ovule coûte $50 000 quand
la jeune femme qui est très jolie et très intelligente sort des meilleures universités. Donc il y a un gros problème d'eugénisme. Et puis ensuite, effectivement, l'autre pendant de la GPA, c'est qu'on peut choisir le sexe de l'enfant grâce au DPI, que maintenant on peut choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et une dernière question, Céline, pour nos participants. Selon vous, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour voilà, lutter, si on peut dire, hein, contre l'intrusion de la GPA de plus en plus dans notre pays, dans les mentalités aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est important de comprendre les couples qui sont en souffrance. Néanmoins, il est essentiel de ne pas céder au sentimentalisme. Et aujourd'hui, il y a vraiment, c'est un rouleau compresseur qui nous est présenté dans les médias et qui nous dit on ne peut pas laisser cette souffrance sans réponse. Et donc la GPA, elle vient finalement mettre... c'est un baume qu'on vient appliquer là-dessus, mais sauf que c'est irréparable. Et surtout, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. On ne montre pas ce qu'il y a de plus grave dans la GPA à travers tous les téléfilms, dont un a été présenté par Marc-Olivier Fogiel aux Heures de Grande Écoute. Je voulais parler d'un documentaire de France 2 qui a été présenté sur les bébés sur Internet, justement. Je vais en lire un extrait parce que c'est intéressant. C'est vraiment un documentaire qui a été diffusé en 2019. Et dans ce documentaire, on suivait un couple de Français. C'était dans Envoyé spécial en 2019, dans un documentaire qui s'appelait Bébés sur Internet, le marché clandestin. Et donc, ils rencontrent le couple, Fabien et Thomas, dont les noms ont été modifiés pour préserver leur anonymat. Et à un moment donné, le récit du journaliste, la voix off du documentaire, n'omet pas une question sur la santé de la mère. Et si la mère porteuse avait eu un problème de santé pendant la grossesse, demande-t-il au père de la petite fille de 2 ans née grâce à une femme qui est aussi sa mère génétique. C'est une angoisse qu'on avait tous les jours, répond ouvertement Fabien. S'il lui arrivait quelque chose, je serais responsable et je le porterai toute ma vie. Ça a été un moment très angoissant, indique-t-il au journaliste qui conclut l'échange en voix off avec ce commentaire. Donc c'est le journaliste qui dit ça. Fabien et son mari ont eu de la chance, tout s'est bien passé. Et pourtant non, tout ne s'est pas bien passé. Je retrouve Fabien sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il m'indique sur la grossesse de la mère de sa fille. Donc c'est vous l'avez Oui, rencontré, vous l'avez... J'ai fini par retrouver Fabien, parce que je voulais quand même savoir, vérifier finalement ce documentaire. Et lui, tout ce qu'il m'a dit, c'est tout s'est bien passé jusqu'au 3e mois. Après, ça a été plus compliqué par contre. Elle a eu des problèmes de reins. Elle a eu une anesthésie générale au 4e ou 5e mois de grossesse. Les médecins lui ont mis une sonde. En juillet, au 6e mois de grossesse, elle a eu des contractions. Elle a failli accoucher. Donc, vous imaginez, à 6 mois, on était finalement extrêmement angoissés. Ensuite, on a finalement passé 2 mois de grossesse, juillet, elle a passé 2 mois allongée, cette femme. Et tout ce qu'on a comme commentaire du journaliste... Et je lui ai demandé à Fabien, je lui ai dit, mais comment vous expliquez que le journaliste fait une phrase comme ça, tout s'est bien passé? Il me dit, non, je ne comprends pas. C'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc ce reportage... Et, voilà. Et ça, c'était dans Envoyé spécial sur France 2. Et j'ai interrogé le journaliste, naturellement, parce que droit de réponse oblige. Il m'a dit que finalement, le tout s'est bien passé avait trait à l'expérience dans son entièreté. Globale. Voilà. Merci beaucoup, Céline, d'être venue nous parler de la GPA ce soir.